Bonjour à tous. Merci de me donner la parole pour vous présenter cette première conférence. J'ai donc la lourde tâche de démarrer cette journée tellement intéressante avec un domaine qui nous concerne tous. Je me permettrai dès lors, puisque je démarre les conférences, par quelques définitions pour replacer un peu le contexte qui nous intéresse et surtout d'illustrer quelques cas concrets auxquels Aliwen a contribué avec nous. Donc je vais démarrer avec la définition de la notion de biodiversité. Et lorsque j'ai fait quelques recherches au niveau de la littérature, je me suis rendu compte que c'était une notion relativement récente. Ça m'a permis de voir que les cours d'il y a 20 ans étaient déjà un peu dépassés, puisque je n'ai pas retrouvé dans les cours de M. Divigno la notion de biodiversité. Et en effet, elle est apparue à partir de 1988 et reprise au sommet de Rio en 1992, avec la définition de caractériser une multitude d'interactions qui forment le tissu vivant et que les systèmes dans toutes les mailles sont liés et qui vont même plus loin qu'un simple catalogue d'espèces. Alors si on va un peu plus en détail dans cette définition, on retrouve évidemment la diversité du vivant au sens large, bactéries, champignons, végétaux, animaux, mais aux 3 niveaux d'organisation. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte également de la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces, c'est ce qui est la plus connue, et au niveau des écosystèmes. À partir du moment où vous abordez la notion des écosystèmes, interviendra justement ces interactions tellement importantes et probablement aussi très complexes dans le milieu urbain qui va nous concerner au cours de cette journée. Alors vous voyez que l'article 2 de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité biologique parle de variabilité des organismes de toute origine et met en évidence également ces complexes écologiques dont ils font partie. Et donc, on parle alors de diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que de celle des écosystèmes. Alors, à l'origine, la définition de biodiversité, c'est en fait la notion de diversité spécifique. C'est-à-dire que vous avez une diversité spécifique qui est le nombre d'espèces par unité de surface. Donc, on reviendra également avec la notion des aires géographiques un peu plus tard dans l'exposé. Et puis la notion d'équitabilité, où là, on a véritablement la répartition des individus entre les diverses espèces. Alors, la notion de biodiversité a évolué au cours de ces 10 dernières années et elle devient une composante très importante du développement durable. Alors, elle prend toute sa place dans les agendas 21, dont plusieurs d'entre vous sont responsables ici à travers certaines communes. Et la notion des 21 recommandations de la Commission européenne, on retrouve évidemment la notion de conservation de cette biodiversité. Alors, première étape dans mon exposé, nous avons mis maintenant le contexte et l'importance de la biodiversité déjà dans l'exposé de Mme Van Rossem. Mais comment obtenir ces informations? Il n'y a pas d'autre moyen, il faut passer par des inventaires. Les inventaires sont des travaux relativement lourds, puisque dans le milieu urbain, comparé au milieu forestier, nous allons être contraints de faire des inventaires arbre par arbre, ce qui n'est pas le cas au milieu forestier, puisque on va faire des inventaires avec des placettes représentatives de la forêt. Donc nous allons là avoir une contrainte supplémentaire, c'est que nous avons une grande quantité d'individus à recenser, et ici on va se focaliser, puisque c'est le thème de la conférence, sur les arbres d'alignement, qui va nécessiter un encodage. Donc le but alors est d'avoir le minimum d'informations arbre par arbre, mais suffisamment pour pouvoir justement déduire les informations sur la biodiversité, de manière à les stocker dans une banque de données.
Alors, Aliwen a mis au point une méthodologie, une parmi d'autres évidemment. Je me permets de vous présenter celle que nous utilisons chaque jour, puisque nous avons opté par un géoréférencement des arbres afin de pouvoir après en tirer une visualisation cartographique, une banque de données d'inventaire très rapide à mettre en place, parce que le but c'est évidemment d'encoder le maximum d'arbres par jour avec un transfert vers une banque de données, mais aussi la possibilité d'une mise à jour directe via les systèmes informatiques et l'accès Internet 3G. Donc voilà ici la méthode en termes d'inventaire lorsque nous passons arbre par arbre, et les méthodes de mise à jour via les smartphones, les PC avec les 3G ou le Wi-Fi. Donc l'objectif, c'est d'encoder toute une série de paramètres. Alors je répète, le minimum nécessaire pour permettre justement un encodage rapide, mais suffisant pour en déduire des informations scientifiques sur le thème de cette journée de la biodiversité. Donc il faut faire un recensement, numéroter, identifier les arbres, les positionner géographiquement pour pouvoir après les repérer sur une cartographie, et quelques autres informations telles que les dimensions, circonférence, hauteur, envergure et couronne, les paramètres environnementaux et les interférences éventuelles avec les bâtiments uniliurbains. Je vous montrerai les applications dans un instant, bien sûr. Et enfin, un indice sanitaire, puisque même si nous nous situons en termes de biodiversité par rapport à la définition que je viens de vous dire, l'objectif du gestionnaire d'espaces verts, c'est de savoir également, en termes de biodiversité, l'état de ces arbres pour programmer des gestions adaptées, donc des tâches d'entretien et des interventions. Donc un indice phytosanitaire est introduit par rapport à une classification qui a été publiée dans la littérature scientifique. Donc voilà un exemple de banque de données qui permet de recueillir toutes ces informations. Et chez Aliwen, nous avons opté pour une banque de données qui est accessible par Internet, donc qui permet justement alors les accès, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais surtout qui permet une mise à jour facile, parce que c'est l'inconvénient de très grandes banques de données, c'est les mises à jour qui doivent être évidemment régulières, et surtout le partage d'informations. Tous les participants à un projet doivent avoir accès à la même version de la banque de données, de manière à avoir les dernières informations en ligne. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir tirer comme information à partir des inventaires? Mais premièrement, la réponse à la notion de biodiversité, quelle est la proportion et les répartitions des espèces sur la ville, de manière à pouvoir mettre en évidence le camembert de répartition des espèces, quelles sont les espèces principales, éventuellement dominantes, de manière à pouvoir après orienter les actions pour le maintien de cette biodiversité ou au contraire de l'améliorer, et aussi pour le contexte des alignements urbains, de réorienter le choix des espèces lors des nouvelles plantations. Alors on peut voir parmi des milliers d'arbres des situations un peu plus préoccupantes, puisque vous voyez qu'ici 40% des plantations sont représentées uniquement par 3 espèces. Bon, ici c'est le cas des prunus avec les cerisiers et les astères qui sont particulièrement sensibles à certaines maladies. Un site plus restreint, mais tout aussi important, un site classé géré par la régie foncière, qui est l'hippodrome de Boisfort, 257 arbres étudiés, et on retrouve les espèces dominantes issues de la forêt de soigne, donc le Quercus et le Fagus. Mais là où il est intéressant de se projeter dans le futur, parce que malheureusement, ces arbres plus que centenaires sont dans des états de dépérissement et où probablement, à un moment donné, on va devoir envisager des renouvellements. Et c'est maintenant qu'il faut déjà penser à quelles espèces, alors par rapport à ce qui est présent,
par rapport à la notion de site classé que l'on va devoir alors tenir compte dans ces projections futures. Alors à plus grande échelle, des inventaires ici sur la région de Bruxelles-Capitale. Donc nous sommes avec 27 000 arbres qui peuvent aussi être mis en évidence sous forme de graphique, de manière à faire apparaître les espèces principales. Donc ici, on peut retrouver évidemment les platanes, les marronniers, les acères, les tilleuls. Et surtout, puisque l'inventaire s'accompagne d'un géoréférencement, on peut également placer les principaux genres sur une cartographie pour visualiser aussi les espèces principales. Où se retrouvent-elles? Comment s'organisent-elles sur la ville? Avec aussi des informations à tenir compte par rapport à des campagnes de renouvellement. Alors, de renouvellement, mais aussi par rapport à des maintiens. Enfin, je terminerai la partie d'exemples d'informations issues de ces inventaires avec l'aspect sanitaire. Donc la connaissance de l'indice sanitaire va permettre de à nouveau visualiser sur une cartographie en symbolisant les arbres sains avec des points verts, les arbres malades avec des points rouges, de manière à mettre en évidence les zones à problème qui nécessiteraient des études complémentaires et aussi de dégager des notions beaucoup plus précises dans le cadre de suivi épidémiologique. Donc je vous montre ici une étude qui a été effectuée sur l'île et qui, grâce à ces paramètres d'inventaire, vont permettre de comprendre un peu mieux le mode d'action de ce nouveau pathogène, que l'on dit nouveau mais qui malheureusement date déjà de quelques années, qui est le Pseudomonas syringae, qui attaque principalement, dans ce cas-ci, puisque c'est la Spoulie, le marronnier. Et la première étape est de voir parmi les marronniers présents sur une ville, donc on reprend ici tous ceux rencontrés, est-ce que cette maladie a un autre préférentiel? On a ici la possibilité de relever les symptômes repris dans la littérature et qui sont liés à la maladie, mais malheureusement ici ça se compliquera et je ne vais pas rentrer dans ce détail, ça fera probablement l'objet d'une autre conférence parce que c'est très très complexe. Ce sont des symptômes qui ne sont pas nécessairement spécifiques à la maladie, mais il faut démarrer par cet inventaire pour pouvoir comprendre un peu mieux comment pourrait se développer cette maladie. Et donc on peut alors tirer à nouveau des graphiques en fonction du type en fonction des différentes espèces qui sont reprises ici. Est-ce qu'elles ont, en fonction des symptômes repris, des symptômes plus aggravés que d'autres? Et malheureusement, ici, on peut répondre que non. Toutes les espèces de marronniers sont malheureusement sensibles à cette maladie, ou en tout cas, les symptômes ont été relevés sur tous les Aesculus. Ce qui n'est pas le cas si on reprend une autre maladie que vous connaissez très bien avec le Cameraria horribila, parce que nous savons que l'Aesculus carnea est nettement moins attaqué que les autres Aesculus. Donc voilà la réponse déjà pour le Pseudomonas. Et puis il vient d'autres informations aussi très importantes par rapport à la localisation. Donc je rejoins à nouveau les informations d'inventaire avec positionnement géographique. Est-ce que la maladie apparaît dans des zones particulières? Et donc nous avons comparé des arbres, je suis désolée, la mission n'est pas très bonne. Nous avons simplement comparé 4 types de sites, les arbres ramparts, les arbres à proximité de voies de déplacement, les voiries, à proximité de voies d'eau et un peu de tout dans la dernière partie. Et là, on ne voit pas vraiment de différence, sauf que statistiquement,
il se dégage quand même une sensibilité accrue sur les arbres en alignement et en bordure de voie d'eau par rapport à Pseudommonas. Bien sûr, ce n'est qu'une partie de l'étude, mais je voulais vous montrer l'importance de ces paramètres d'inventaire pour cette connaissance de la biodiversité qui va jusqu'à des suivis épidémiologiques très poussés. Parce que malheureusement, c'est à ça qu'il va falloir faire face maintenant. Connaissant la biodiversité, il faut lutter évidemment contre les causes principales de la perte de la biodiversité. Et malheureusement, les 5 points qui sont remis sur ce slide sont évidemment très compliqués à lutter en milieu urbain. Donc, quand on voit la transformation des habitats naturels, c'est l'urbanisation, l'introduction d'espèces envahissantes, il y aura une conférence qui le montre très bien, la surcharge des nutriments végétaux, c'est aussi le problème que nous rencontrons en milieu rural, avec les phénomènes d'eutrophisation des eaux de surface qui posent aussi de très gros problèmes en termes de biodiversité, et bien sûr la surexploitation des ressources et les changements climatiques d'origine anthropique, puisque malheureusement l'homme intervient fortement dans le milieu urbain. Alors, parmi cet inventaire et cette connaissance de la biodiversité, nous pouvons mettre en évidence maintenant une autre notion qui est liée inévitablement, qui est la notion des espèces indigènes. Alors, quelle va être la place de ces espèces indigènes dans les alignements urbains? Alors, beaucoup d'informations sont disponibles dans la littérature en termes de valeur biologique globale, mais en milieu forestier. Donc, comme Mme Van Rossem l'a signalé au début de son exposé, il y a encore beaucoup de méconnaissances de la transposition du milieu forestier vers le milieu urbain. Alors, on peut reprendre malgré tout les informations de la littérature avec les indices de diversité, les potentiels biologiques et les indices de rareté qui définissent cette valeur biologique globale. Alors, cet indice de diversité ligneuse met en évidence que plus un peuplement est mélangé et plus la diversité des organismes qui s'y développent va tendre à augmenter, et que le mélange des espèces ligneuses s'assortit souvent d'effets synergiques. Et donc on retrouve justement la notion de biodiversité qu'on a définie tout à l'heure avec des interactions tellement bénéfiques dans l'écosystème pour arriver au développement de cette biodiversité. Et puis, il faut que les espèces s'adaptent dans le milieu où on les plante. Donc vient alors la notion de potentiel biologique des espèces ligneuses et qui doit tenir compte de tous les liens, alors trophiques, fonctionnels, par rapport à l'utilisation des nutriments, le développement des mycorhizes, et vous prendrez la suite tout à l'heure avec l'importance évidemment en termes de nourriture proposée par rapport aux insectes notamment. Alors, voilà, les feuillus possèdent un potentiel biologique plus élevé que les conifères parce que c'est une litière de meilleure qualité. Ils présentent une plus forte propension à la formation de cavités qui seront des niches, des habitats très favorables pour d'autres organismes, des floraisons plus attractives pour les insectes et un cortège d'épiphytes et d'insectes beaucoup plus diversifiés. Alors voilà maintenant, par rapport à ce contexte, mais je le répète, qui est bien défini au niveau forestier, la notion d'espèce indigène. L'espèce indigène est un sous-ensemble d'espèces endémiques, mais de toute façon toujours liée à une région géographique délimitée, mais présente naturellement sans que l'homme en soit la cause. Alors vient la notion de rareté des espèces biologiques et à la liste des 58 espèces ligneuses indigènes qui est reprise en Wallonie
et qui peuvent donc fournir cet indice de rareté, donc selon la littérature de référence, qui sont classés en fonction de leur potentiel biologique, la rareté à l'échelle régionale, certains tempéraments et une échelle en fonction des différents paramètres. Alors passons là en revue rapidement. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Les bouleaux, quelques cerisiers, les charmes, les chênes, les érables, le hêtre, les ormes, peupliers, alors bien sûr les autres aussi, mais j'attire votre attention par rapport à ce qui est rencontré au niveau urbain, le pin sylvestre, les saules, le sorbier et les tilleuls. Donc vous voyez que parmi cette liste des 58 espèces, si maintenant on regarde dans l'arrêté du gouvernement wallon pour les privés, pour les particuliers, qu'est-ce que la région wallonne va subventionner? On n'est plus qu'à 23 espèces indigènes, alors ici d'arbres, qui vont être alors subventionnés, autrement dit, mis en priorité pour les plantations d'arbres d'alignement. Alors vous avez la même chose évidemment pour les haies, que je n'ai pas repris dans le transfert. Alors, peut-il y avoir maintenant une compatibilité entre le maintien de la biodiversité et les espèces indigènes, la présence d'espèces indigènes? Évidemment que oui. Maintenant, est-ce que nous avons suffisamment d'espèces indigènes à notre disposition parmi cette liste qui vont pouvoir être transposées dans les alignements urbains pour conserver cette biodiversité? C'est là où la question devient un peu plus complexe. Alors, juste pour vous donner un petit contexte historique, j'ai été assez surprise quand j'ai repris la littérature par rapport au choix des espèces. Et on voit que dans les siècles passés, le choix des espèces, évidemment, était d'abord économique, mais les souverains commençaient déjà à avoir des transgressions et des préférences par rapport à certaines espèces. Et c'est dans les jardins et dans les pépinières royales que sont ramenées les nouvelles espèces, comme celles que nous rencontrons maintenant régulièrement, dont le fameux marronnier chez nous, et qui sont principalement introduits dans les parcs et les jardins privés. Par contre, au niveau des alignements, les souverains stimulent les gestionnaires de l'époque à planter. Il y avait des encouragements financiers à l'implantation des arbres dans la ville, mais malheureusement très peu diversifiés, et on retrouve en 1859 une liste d'une cinquantaine d'espèces uniquement conseillées pour les plantations. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que là on se retrouve avec une centaine d'espèces. Mais ça n'empêche que, parallèlement, les sociétés de botanique, d'horticulture ont commencé à tester les espèces exotiques, à modifier les croisements pour arriver à des espèces adaptées à leur propre climat. Ce qui donne, à un moment donné, une incitation pour multiplier la palette végétale, parce qu'il y a la problématique des épidémies qui apparaît. Donc ici, on essaye de faire côtoyer des plantes climastiques, naturelles, sauvages, avec des variétés horticoles ou même des espèces rares. Mais malheureusement, on est là pour ça aujourd'hui, il y a des dérives possibles avec l'introduction de plantes exotiques non adaptées qui peuvent devenir alors invasives avec le risque pour la diversité que vous débattrez plus tard. Alors en milieu urbain, monoculture c'est 60 à 80% des arbres. La préconisation actuelle, d'après nos collègues français, pas plus de 10% d'une même famille et 5% du même genre. L'objectif principal, c'est la limite des risques épidémiologiques. N'oublions pas quand même que dans le sud de la France, le chancre coloré était de 25 000 platanes dans les années 80. Actuellement, on n'en dénombre plus qu'en Provence entre 2 et 3 000. Donc il n'y a pas
c'est impossible de ne pas tenir compte de ces risques épidémiologiques. La graviose de l'heure, nous l'avons bien connue aussi. Nous ne sommes plus qu'à quelques centaines d'individus. Et qu'en sera-t-il avec le pseudomonas sur marronnier? Nous sommes malheureusement encore dans des phases d'études préliminaires dans la connaissance de ce mode d'action et de propagation de cette maladie. Donc pour terminer l'exposé, je pense qu'il faut tenir compte des exigences du gestionnaire d'espaces verts qui, parmi ses priorités, c'est le diagnostic au bon endroit qui était repris dans la charte de Florence, tenant compte des exigences de l'espèce, des critères d'adaptabilité inévitables, mais je pense également qu'il faut aller vers les travaux de Francis Halley, qui maintenant a mis au point aussi toute une nomenclature par rapport à des notions d'architecture de l'arbre, très précises. Comment va se développer l'arbre à maturité et comment l'intégrer dans l'endroit paysager qui va nous concerner, afin de garantir le succès de la plantation. C'est notre rôle, je pense, de maintenir la biodiversité, c'est évident, mais surtout aussi de garantir le succès des nouvelles plantations pour que nos enfants aient la chance de retrouver les alignements qu'ils ont actuellement. Des alignements centenaires. C'est là aussi que ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment. Bien sûr, les critères de sécurité, l'entretien aisé et l'aspect paysager, parce qu'en milieu urbain, on ne peut pas se détacher de l'aspect esthétique. Quelques incompatibilités quand même pour terminer sur une petite note plus de provocation, c'est que oui, bien sûr, il faut tenir compte de la biodiversité au sens large, mais ici, regardez quelques incompatibilités avec la gestion des arbres en milieu urbain. Si vous regardez la présence des cavités de pics et autres types de cavités, elles apparaissent principalement sur les arbres âgés. Ce sont nos alignements de marronniers actuels. Et quand vous regardez la proportion d'espèces saprophyliques, ce sont les chauves-souris, les lichens, etc. Mais malheureusement, ce sont aussi les champignons. Alors au départ, ok, ça profite, mais tout le monde le sait que l'armillaire, ça profite au départ, peuvent devenir aussi une linivore sur arbre vivant et provoquer les dégâts que vous connaissez au niveau du système racinaire avec toutes les conséquences au niveau de la dangerosité en alignement. Donc voilà, en conclusion, la super équation à tenter de mettre en application où on va devoir établir des choix entre l'esthétique, les nouvelles contraintes et l'écologie par rapport au développement durable, au changement climatique, les économies en termes de gestion, l'intégration aussi de la gestion de l'eau et des déchets, la limitation des intrants et surtout respecter le cycle de la végétation. Donc en conclusion, j'aurais tendance à dire ceci, ou ceci, ou ceci, mais en tout cas pas ça, ou en tout cas uniquement en exposition temporaire. Merci de votre attention.